Alors comme vous le savez, j'ai sorti une vidéo récemment sur la perte de la sensibilité humaine par rapport aux morts d'un côté ou de l'autre, que la vie humaine ne semble pas avoir le même prix, le même coût, la même sensibilité pour de nombreuses personnes. Et nous avons tous ce sentiment-là aujourd'hui dans les médias mainstream occidentaux, que la perte de vie humaine israélienne, notamment orchestrée par le Hamas il y a une dizaine de jours, la perte d'un civil israélien, du coup proportionnellement équivalerait à la perte d'une centaine de civils palestiniens. Sauf qu'aujourd'hui, Israël ne se défend pas, mais attaque clairement la bande de Gaza avec une volonté claire aujourd'hui d'annexer le territoire de Gaza, de créer un dépeuplement massif, donc des 2 millions de Gazaouis qui vivent sur le territoire de Gaza. De toute façon, je pense que ça a été programmé depuis longtemps. Je parle bien évidemment de récupérer l'entièreté du territoire palestinien. Justifier cela à travers du coup l'attaque d'il y a une dizaine de jours. Aujourd'hui où nous en sommes, vous savez qu'il y a eu un ultimatum récemment qui poussait du coup les Palestiniens, les Gazaouis à s'accumuler, si je puis dire, vers le sud. Donc on a parlé d'un mouvement de population, donc d'un flux du nord au sud, déjà de la bande de Gaza, de plus d'1 million 100 000 personnes. Alors je ne sais pas si vous pouvez l'imaginer, mais proportionnellement, c'est beaucoup plus même que les premiers mois de l'invasion russe en Ukraine. Mais c'est le silence international qui semble vraiment de plus en plus pesant, surtout du monde arabe. Aujourd'hui, nous avons l'impression que c'est plus une guerre de territoire qu'une guerre de religion, alors que c'en est réellement une aujourd'hui. Et ce silence assourdissant des pays arabes qui quémandent l'intervention russe ou l'intervention de l'Iran chiite pour être le sauveur de la Palestine occupée. Alors, il en va de même, je fais un parallèle, des actes islamophobes, tout simplement, qui sont en nette hausse. Alors je reçois énormément de vidéos, de photos que j'essaye de partager sur les réseaux sociaux d'actes islamophobes ou anti-pro-soutien palestinien, comme cet enfant qui a été tué de plus de 26 coups de couteau parce qu'il était tout simplement musulman, par un seul bruit ici dans les médias mainstream. J'en reviens à un point. Très important à mes yeux, celui de la cause médiatique dans tout ça, de l'implication médiatique, de la stratégie de communication qui est établie visant à prendre parti clairement pour une position dans ce conflit et voire même l'importer. Je pense bien évidemment tout de suite aux pétrodollars qui n'ont pas favorisé l'acquisition d'un média libre et indépendant. Vous m'aurez dit, bon, dans tous les cas, il sera censuré a fortiori en France, comme l'a été par exemple Russia Today, RT, lors de l'invasion russe en Ukraine. Donc lorsque les médias ne véhiculent pas la pensée unique présente en France, ils sont tout de suite blacklistés. Au-delà du conflit israélo-palestinien, bien évidemment, vous savez, j'ai fait un calcul récent, calculer le budget d'achat des joueurs du Paris Saint-Germain par, bien évidemment, vous le savez, la péninsule du Qatar. Je l'ai comparé ça avec le rachat du réseau X par Elon Musk. Du coup, vous savez que le Qatar pouvait se permettre d'acheter réseaux sociaux. Je pense bien évidemment aux réseaux comme Instagram, comme YouTube. À défaut de les créer, à défaut peut-être même d'avoir la matière grise pour le faire, ou à défaut même de s'impliquer réellement dans une volonté de créer un média libre et indépendant. Quelle est la suite des événements possibles de ce qui se passe aujourd'hui du coup au Proche-Orient? Comme vous le savez, les États-Unis sont entrés dans la danse, bon, chose qui n'est pas une surprise, et a déployé ses muscles en mer Méditerranée et a fait savoir bien évidemment à l'État d'Israël qu'ils ne sont pas tout seuls. Gros navire de guerre du monde en route pour soutenir Israël. Fleuron de la marine américaine, le porte-avions USS Gerald Ford et ses 5000 soldats à bord, un signal fort envers l'allié historique de Washington. Le renforcement de notre dispositif de force conjointe souligne le soutien indéfectible des États-Unis aux forces de défense israéliennes et au peuple israélien. Mon équipe et moi-même veillerons à ce qu'ils disposent de ce dont ils ont besoin pour protéger leurs citoyens et se défendre contre ces attaques terroristes odieuses. Le secrétaire d'État américain a même utilisé cette phrase: nous savons que Israël a les moyens de se défendre tout seul, mais nous sommes là pour lui faire savoir qu'elle n'est pas toute seule. À l'heure où la Palestine se bat à coups de roquettes seule, mais nous avons la première puissance militaire mondiale, les États-Unis, avec son plus grand porte-avions nucléaire au monde jamais construit, qui peut porter, je crois, plus d'une 80aine d'avions de chasse, d'avoir un système antimissile. Et puis nous avons aussi l'Europe, avec tous les pays qui, d'une seule voix, de façon unanime, revendiquent son soutien indéfectible aussi pour la nation d'Israël. Bien évidemment, ce qui dit États-Unis et Europe parle de l'OTAN, donc tous les pays membres de l'OTAN. Du coup, face à qui? Face à une armée rebelle. Il faut être aveugle pour voir la disproportion terrible que cela engendre, mais non pas contre le Hamas, mais contre justement les civils et la population
palestinienne, d'une organisation, il faut le rappeler, a été créée notamment par Benjamin Netanyahou. Je pense que vous le savez tous aujourd'hui. Donc une coalition internationale des plus grandes armées du monde face à une organisation créée par le Premier ministre israélien. J'ai l'impression que chacun regarde les pays de la région et se disent qu'une intervention militaire possible, non pas par soi-même, mais par un pays voisin. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite attend que peut-être l'Égypte intervienne, l'Égypte attend que la Russie intervienne, la Russie attend que l'Iran intervienne. Et pendant ce temps-là, des centaines d'enfants sont massacrés régulièrement, des milliers de civils sont morts depuis le début du conflit, et cela ne s'arrête pas. L'hôpital de Gaza a été bombardé par les Israéliens et a fait plus de 500 morts, dont de nombreux enfants. Ce mardi soir, une frappe israélienne sur l'hôpital Ali Arab de Gaza a tué au moins 500 personnes, selon le ministère de la Santé du territoire contrôlé par le Hamas. L'enceinte de l'hôpital a été touchée, piégeant des centaines de victimes sous les décombres. Alors les scénarios qui sont envisageables, moi je pense que le premier scénario viendra du Liban, c'est l'entité qui combat sur le territoire israélien, au-delà donc du Hamas à Gaza. Nous savons très bien que le Hezbollah est rattaché directement à l'Iran, qui est du coup une puissance militaire conséquente dans la région, et qui a même d'ailleurs menacé d'intervenir si l'armée israélienne entrait de façon donc terrestre sur le territoire de Gaza. Donc, lorsque une armée privilégie du coup une insertion terrestre, c'est pour tout simplement annexer un territoire ou y installer du coup une base pour faire savoir et faire valoir la souveraineté. Si l'Iran intervient à son tour, un envenimement de la situation qui peut être vite mise en place, notamment par les États-Unis, qui, je pense, n'hésitera pas une seule seconde à intervenir si une partie adverse y intervienne. Et c'est le but clair de sa présence sur place, il faut le savoir. Au-delà, bien évidemment, de l'armement militaire indéfectible que les États-Unis prêtent à Israël pour annexer le territoire gazaoui, nous sommes ici face à une volonté farouche et claire de dire nous sommes là, nous sommes prêts, nous sommes sur le qui-vive pour chaque pays qui puisse ne serait-ce que songer à vouloir intervenir. Vous allez vous heurter à la première puissance militaire, nucléaire du monde. Poutine a vu d'un mauvais œil la présence de ce porte-avions. Nos collègues occidentaux et en particulier les États-Unis ne se contentent pas d'établir arbitrairement des normes auxquelles les autres pays doivent se conformer, mais ils enseignent également qui doit les appliquer et comment se comporter. Il s'agit là d'une même manifestation de la pensée coloniale. Nous entendons sans cesse « vous devez, vous êtes obligés, nous vous mettons sérieusement en garde ». Mais qui êtes-vous? De quel droit pouvez-vous avertir qui que ce soit? Même la Chine, j'ai écouté là tout récemment l'interview de son ambassadeur en France qui a tout simplement utilisé les termes de colonisation. Cela fait plus d'un demi-siècle que la question de la Palestine perdure, et notamment à cause de l'absence de la justice et de l'équité. Il faudrait comprendre que le droit à la paix et à la sécurité n'est pas exclusif à Israël et à son peuple. Et la présence de ce porte-avions en mer Méditerranée ne contribue en rien à la paix. Donc une intervention d'un tiers pays entraînera à coup sûr une guerre mondiale, parce que du moment où les États-Unis rentrent, nous le savons tous très bien que l'Europe est derrière. Si l'Iran est attaqué également, et nous le savons qu'elle est membre des BRICS à l'heure où je vous parle, donc nous savons que la Chine et la Russie verront cela d'un très mauvais œil, et je reste convaincu que cela pourra se traduire par une intervention de tous les pays que je viens de citer. Alors nous avons vu que l'Égypte a fermé et maintient ses frontières fermées. L'Égypte va continuer à ne pas ouvrir ses frontières et à laisser la population gazaoui se faire massacrer. Je ne pense pas. Je pense que les frontières vont être ouvertes, mais c'est surtout une volonté d'accumuler les 2 millions d'habitants de Gaza au sud, à la frontière avec l'Égypte, pour créer justement cette panique totale. Sachez que si la population gazaoui quitte le territoire de Gaza, sous la menace des bombes et sous aucun soutien international en sa faveur, ce sera un aller sans retour. Comme la Palestine a été accaparée et colonisée sur plus de 90% de son territoire par l'État israélien, aujourd'hui on en sera à 95%. Voilà. Et les 5% restants seront la Cisjordanie. Vous le savez très bien que la volonté claire
du gouvernement de Netanyahou est de s'accaparer la totalité du territoire. Donc une solution à un seul État, donc un État israélien. Mais à mon sens, ce ne sera que le début de certains événements. Tout simplement parce que nous savons très bien que l'idéologie même de l'extrême droite aujourd'hui israélienne, avec Netanyahou à sa tête, c'est le Grand Israël. Et le Grand Israël, il faut savoir que c'est les deux lignes du drapeau israélien, donc les deux lignes bleues qui représentent l'Euphrate au nord et le Nil au sud. Cette volonté expansionniste n'est pas finie, ne s'arrêtera pas à Gaza, ne s'arrêtera pas à la Cisjordanie. Tant que le feu brûle chez le voisin, beaucoup de pays arabes ne se sentent pas concernés par les événements et n'imaginent pas surtout que ce feu atteindra leur porte dans un futur très proche. Et de subir tout ça, et c'est d'une facilité sans nom pour la volonté expansionniste de l'État d'Israël. Alors pour mettre un terme à ce conflit, tout pays non nucléaire ne pèsera pas, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a une course au nucléaire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, parce que nous savons que cette capacité de dissuasion aujourd'hui aurait fait ses preuves. Le seul pays musulman qui est nucléarisé, c'est le Pakistan. Le Pakistan n'a pas manifesté sa volonté de menacer Israël ou de menacer la région, nucléairement parlant bien évidemment. En se sentant aussi quelque part loin du conflit et n'ayant pas cette sensibilité-là. Sauf que la destruction du dôme du rocher, donc Al-Qudus, et Masjid al-Aqsa, donc la mosquée de Al-Aqsa, c'est dans la suite des événements, c'est le prochain événement qui interviendra après la prise de Gaza. Et à ce moment-là, un pays comme le Pakistan, qui n'envisageait pas forcément d'entrer dans le jeu de cette guerre au Proche-Orient, avec la destruction d'un lieu sacré de la religion musulmane, assurez-vous que la donne change.